Grand Matin Sud Radio. Allez, merci d'écouter le Grand Matin Sud Radio. Il est 7h43. Le petit déjeuner politique reçoit ce matin Annie Genevard, députée Les Républicains du Doubs et vice-présidente de l'Assemblée nationale et secrétaire générale des Républicains. Bonjour Annie Genevard. Bonjour. Avant de parler retraite, laïcité et des autres sujets politiques, votre avertissement quand même hier, un peu de tenue, c'est ce que vous avez demandé à François Ruffin, qui avait la chemise qui dépassait du pantalon à l'Assemblée nationale. Pourquoi cette mise en garde ? Écoutez, l'Assemblée nationale n'est pas un lieu comme les autres. D'abord, nous représentons les Français, ils nous observent, ils nous écoutent, ils nous regardent. Et François Ruffin se fait un malin plaisir de provoquer par des tenues débraillées. D'ailleurs, la réaction s'est fait entendre d'abord dans l'hémicycle, et les gens lui ont dit la chemise. Et j'ai repris cette interpellation en disant la chemise dans le pantalon, parce que la moitié de la chemise pendouillait. Voilà, il faut quand même considérer que l'Assemblée nationale, c'est un lieu où on se tient, où on fait attention à la façon dont on se comporte, dont on parle, ce qu'on dit. Donc voilà, ça a été assez spontané de ma part. Ça a eu un certain succès sur les réseaux sociaux. Il s'est exécuté tout de même. Oui, il n'a rien dit. Hein. Non, il n'a rien dit. Il n'a pas moufté. Hein. Donc bon, il a remis effectivement, mais il s'est dit quand même que... Parce qu'il est assez provocateur, hein, François Ruffin. Il est provocateur, mais je pense que l'erreur initiale a été faite de tolérer... Vous savez, il y avait un code vestimentaire à l'Assemblée nationale. François de Rugy a décidé de l'abandonner, c'est regrettable. Et on voit qu'aujourd'hui, chacun fait ce qu'il entend. Et non, c'est pas bien. Enfin, je pense que c'est pas une bonne image de l'Assemblée. C'est-à-dire, on peut venir habillé quasiment comme on veut. Sauf que le maillot de foot, ça marche pas. Parce que Ruffin parce qu'il y avait une inscription publicitaire. Oui. Voilà, c'est ça. Mais sinon, il peut revenir avec un maillot sans inscription. Ouais. Pendant la Coupe du Monde de foot, vous allez peut-être le voir débarquer comme ça. C'est possible. Bon, revenons au guide sur la laïcité qui a été envoyé aux chefs d'établissement et aux enseignants, qui insistent sur les certificats médicaux de complaisance, le port des signes religieux, l'obligation d'assiduité des élèves malgré les fêtes religieuses. C'est une bonne décision de la part du ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. C'est une décision indispensable. On voit bien que la laïcité est battue en brèche à l'école comme dans le reste de la société, et qu'il convenait de réagir. Je pense qu'on a laissé les choses aller trop loin et que c'est une démarche dont il faudra évaluer les effets. Mais la situation est très grave, vous savez. Songez qu'il y a des écoles où certains enfants de confessions différentes ne peuvent pas être inscrits. Je pense à ce jeune enfant juif qui n'a pas pu être inscrit dans une école à Marseille parce que sa sécurité n'était pas garantie. On voit bien aujourd'hui que l'école qui devrait être le lieu du respect mutuel ne l'est plus. Et cette charte de la laïcité ne résoudra pas tous les problèmes, mais elle est indispensable. Elle y participe en tout cas. Elle y participera, nous l'espérons. Oui. Parce que si l'école n'est pas un lieu où on apprend le respect de l'autre, alors c'est à désespérer de tout. Oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas, est-ce que les politiques ne devraient pas travailler encore davantage sur ça, parce que c'est vrai que ce sont les enseignants qui doivent donner les rudiments de la laïcité, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des conférences des uns et des autres pour aller sensibiliser encore plus les jeunes, quoi ? Écoutez, je pense que toutes les initiatives sont bonnes, mais je ne sais pas si ça peut se résoudre par des conférences ou des déclarations. Parce qu'on dit que les députés à l'Assemblée nationale, puisque vous êtes vice-présidente, ont quand même du temps libre un petit peu. Donc non. Écoutez, moi je ne les connais pas, ces députés-là. Quand on fait son travail, on n'a pas de temps libre à l'Assemblée. Je peux vous garantir que, avant même que je ne sois vice-présidente, lors du précédent mandat, je n'avais pas une minute à moi. On travaille énormément à l'Assemblée. C'est irresponsable de prétendre le contraire, ou alors ce sont des paresseux qui ne méritent pas d'être réélus. Oui. Alors, revenons quand même à la laïcité. L'autorisation au cas par cas d'accompagnement de mères voilées lors des sorties scolaires. Vous êtes une spécialiste aussi de l'éducation. Vous y êtes favorable ou pas ? Je n'y suis absolument pas favorable. Je pense que Najat Vallaud-Belkacem a créé un problème. La circulaire de Luc Châtel était parfaitement claire. Elle disait que dans un cadre scolaire, donc une sortie scolaire, c'est un cadre scolaire, pas de signe d'appartenance religieuse, pas de maman voilée. Najat Vallaud-Belkacem a très imprudemment et très idéologiquement réouvert le débat, c'est une faute. Elle disait, oui, mais sinon, que les enfants allaient être privés de leur mère pour les sorties, qu'elles-mêmes, culturellement, elles ne pouvaient pas se priver de leur voile. Oui, mais c'est une façon d'approcher les choses qui n'est pas digne d'un responsable politique. Quand on prend une décision comme celle-là, il faut savoir à quoi cela va engager. On a réouvert le débat du voile à l'école. Est-ce que c'était responsable ? Absolument pas. Oui. Annie Genevard, à propos de lutte aussi contre le communautarisme dans les quartiers, etc., la nomination par le chef de l'État de
de Yacine Bellatar au Conseil présidentiel des villes. Ça fait grincer beaucoup de dents chez certains élus. Est-ce que, comme Manuel Valls, vous considérez que c'est une faute ? Je considère que c'est une faute. C'est une faute parce que les déclarations de Yacine Bellatar, y compris faites dans l'enceinte de l'Assemblée nationale à l'occasion d'un colloque sur les banlieues, sont sans nuance. Oui, il avait dit quoi pour les auditeurs, vous pouvez le redire ? Eh bien, il a prétendu être plus français que Manuel Valls. Oui. Donc, ce débat en francité est tout à fait malsain. Il a affirmé, et c'est encore pire, que si Barack Obama était né en France, il serait garçon de café ou quelque chose comme ça, ce qui est une façon de mettre en cause son pays, dont il prétend être le meilleur représentant, et puis surtout une caricature insupportable. C'est une façon d'attiser les haines, le ressentiment à l'égard de la France. Et ce personnage a été choisi par le chef de l'État pour apporter sa contribution à la question si sensible des banlieues. Moi, je trouve que c'est une faute. Et vous voyez, elle révèle toute l'ambiguïté, et je suis gentille quand j'utilise le mot ambiguïté, du président de la République sur cette question du communautarisme. Oui, mais en même temps, il est représentatif peut-être aussi des quartiers, parce qu'il vient de là, il connaît certaines personnes, et on dit qu'il faut quand même la représentation de gens de quartier au sein des instances. Mais bien sûr, il faut que chaque Français se sente justement considéré, mais quelqu'un qui attise au lieu d'apaiser ne me paraît pas être le bon vecteur politique d'un message qu'il faudrait faire passer. Et Annie Genevard, vice-présidente de l'Assemblée nationale, un secrétaire général des Républicains, est l'invitée ce matin de Sud Radio. Question politique encore avec Michaël Darmon et Christophe Bordet. Oui, alors pour poursuivre sur cette question, quand le président de la République dit que en gros, c'est pas à l'homme blanc. Alors, il parle de lui, il parle de Jean-Louis Borloo lors de cette présentation sur les banlieues. C'est pas à l'homme blanc, quelque part, d'aller dire aux banlieues ce qu'il faut faire, parce que on n'y vit pas, quoi. Vous répondez quoi, vous ? Je réponds que c'est le pire du pire qu'un président de la République peut dire. Parce que c'est les termes des indigènes de la République. Il y a les blancs, il y a les autres. Cette vision communautarisée de la société est insupportable. D'abord, est-ce que ça voudrait dire que les banlieues ne sont peuplées que de personnes de couleur et que elles ont vocation à n'être peuplées que de gens de couleur dans lesquels ceux qui ne le seraient pas n'auraient rien à dire et rien à y faire. Donc il y a les ghettos, c'est leur affaire, on n'en dit rien. Et puis nous, les Blancs, nous sommes à côté. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? Où est la vision d'une république, d'un pays unifié ? Moi, je pense que c'est incroyable, cette déclaration. Mais est-ce que vous avez l'impression que le président, quelque part, attise ce communautarisme, pour être clair ? Moi, je pense que c'est un sujet qu'il n'aborde pas. Parce que, alors pour deux raisons. D'abord parce que c'est un sujet très sensible et difficile et qu'il préfère se tenir à l'écart. Et d'autre part parce que je pense que le président de la République a une conception multiculturaliste de la société. Et il n'est pas... anglo-saxonne aussi un peu. À l'anglo-saxonne, il dit son admiration pour Trudeau. Justin Trudeau, c'est tout à fait ça. C'est cette vision communautarisée de la société. Et ça, c'est pas la France. Et indivisible. Et ça, c'est pas la France. Je pense que la voie que nous portons aux Républicains, elle est plus difficile, elle est plus compliquée, mais c'est la seule qui vaille. Lorsque le candidat Macron à Marseille s'adresse aux communautés en saluant leur origine, il nous donne là une indication très précise de la conception qu'il a de la société, qui n'est certainement pas celle des Républicains. Oui. Michaël Darmon. La réforme de l'État est donc connue dans quelques jours, donc début juin, avec très certainement au cœur du débat les aides sociales. Et on voit qu'il y a un débat d'ailleurs au sein du gouvernement. Est-ce que vous pensez, comme le dit Gérald Darmanin, qu'il y a trop d'aides sociales en France ? Bon, j'aurais d'abord souligné que cette affaire est mal engagée. C'est un sujet important, la question du maquis des aides sociales. Nous avions, au moment de la présidentielle, abordé ce sujet. Il est réel, le constat, chacun peut le faire. Mais la façon dont... Parce que pendant justement l'élection, vous étiez pour une réforme radicale de ce... Nous étions pour une simplification d'un maquis dans lequel personne ne comprend rien et qui dysfonctionne avec les trappes à chômage, avec...
Donc c'est un vrai sujet, un sujet sensible sur lequel, à mon sens, le gouvernement s'y est très mal pris. Pour deux raisons. D'abord parce que résumer la situation en disant il y a trop d'aide sociale, évidemment, ça plonge tous les Français qui en bénéficient dans une inquiétude certaine, parce que ce sont des personnes qui vivent dans la précarité où la moindre correction de revenus a des conséquences importantes. Mais à l'époque aussi, vous aviez inquiété dès le début de la campagne en parlant de la sécurité sociale. Et deuxièmement, le gouvernement s'y est très mal pris parce que deux membres éminents du gouvernement ont dit des choses parfaitement contraires et le séminaire gouvernemental qui vient d'avoir lieu n'a rien résolu. On a justement aussi depuis hier et même avant-hier, on voit maintenant que Éric Woerth était mis en examen dans l'affaire du financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Vous lui apportez son soutien. Vous estimez comme lui comme il dit, qu'il est victime d'un système ? Alors moi, je voudrais tout d'abord dire mon amitié personnelle et l'amitié de notre famille politique à Éric Woerth. C'est une personnalité dont chacun connaît à la fois la très grande compétence, le très grand sérieux de son travail comme député, comme président de la commission des finances, comme ancien ministre. Il a souvent été attaqué dans le passé, toujours blanchi, toujours relaxé, on a toujours souligné, salué son intégrité. Et dans cette affaire dont les fondements paraissent tout de même un peu fragiles, un peu discutables tout de même, eh bien, j'espère qu'il en sera de même. En tout cas, Parce que ce qui est intéressant aussi, au-delà de ce que vous dites sur votre ami Éric Woerth, c'est que au fond, votre parti, on entend maintenant un débat sur faut-il à chaque fois soutenir les affaires quand Nicolas Sarkozy ou les anciens de sa campagne sont mis en cause, sinon jamais on décollera. Il y a un débat autour finalement de ce passé qui commence à peser, qui peut-être vous empêche donc de décoller, de vous renouveler. Est-ce que vous sentez cela aussi autour de vous ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce problème ? Dans notre famille politique, nous sommes lassés, parfois même exaspérés, de voir sempiternellement ces affaires ressurgir. Faut couper le cordon, alors. Non, faut pas couper le cordon. Il faut pas laisser dire non plus n'importe quoi. Sur le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, nous avons entendu des choses invraisemblables. Donc il faut aussi qu'on se défende, et c'est normal. Donc la justice, elle doit passer, mais son fonctionnement interroge tout de même. Oui. Merci Annie Genevard, vice-présidente de l'Assemblée nationale et secrétaire générale des Républicains, était l'invitée ce matin de Sud Radio.